Oui, donc bonjour tout le monde. Ce premier webinaire, merci Mélissa pour toutes ces précisions. J'ai l'impression qu'on partage d'écran, c'est départagé, n'est-ce pas? Si, c'est bon, d'accord. Bon, tu as le diaporama, donc les solutions solaires avec les logos. Parfait. Voilà, donc on va commencer ce webinaire rapidement. Donc on est ensemble 1 heure, donc ça va être bien sûr très court puisqu'on est sur un sujet très technique et j'allais dire polémique, pas forcément, mais en tout cas il y a beaucoup de sujets autour de beaucoup de sujets, beaucoup de questions, beaucoup de démarchage, beaucoup d'arnaques, beaucoup de vigilance à avoir. Donc forcément, comme on le précisait, on va pas aujourd'hui. Mais l'idée, c'est déjà d'aborder les premiers sujets et de répondre à vos questions sur les dimensionnements du photovoltaïque et du thermique, hein. Quand on parle de solaire, on a bien sûr les deux. On pourrait rajouter le solaire bioclimatisme aussi, bien sûr, ça fait partie des solutions solaires. On ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va commencer directement avec, hop, alors, le diaporama, comment je le passe? Avec un petit quiz très rapidement. Comme ça, on va tout de suite se rendre compte de qui vous êtes aujourd'hui. Et voilà, donc le quiz qui se lance. Qui êtes-vous? Donc, quelques questions. Donc, vous pouvez dérouler, hein, il y a 4 questions en tout. Vous pouvez commencer directement. Première question, où habitez-vous? Donc, vous cochez sur la réponse sur mot de communauté. Est-ce que vous habitez ailleurs sur le Maine-et-Loire? Est-ce que vous habitez ailleurs en France? Donc, c'est vraiment juste pour vous situer directement. Donc, vous cochez dessus sur la réponse. Et puis, vous pouvez dérouler. Donc, deuxième question, en quelle année a été construit votre logement? Donc, pareil, sur la réponse, vous cliquez sur la bonne réponse. Il y a 4 questions en tout sur cette première partie de quiz. Euh, voilà. Et quand vous redescendez, il y a une autre question sur est-ce que vous avez déjà fait des travaux de rénovation? Bon, j'ai précisé les 15 dernières années, hein, le plus important, c'est déjà de savoir s'il y a eu des travaux. Et une quatrième question, comment vous chauffez-vous? Donc, on parle de solaire. Peut-être beaucoup d'entre vous viennent pour le solaire photovoltaïque, mais il y a quand même une question sur le chauffage. Donc, du fioul, du gaz, du bois, de l'élec ou du solaire thermique. Voilà. Alors, donc, on n'est pas loin du total. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir plusieurs quiz sous ce format-là au fur et à mesure du webinaire. Donc, voilà, donc vous n'hésitez pas à utiliser la roulette de votre souris pour descendre sur les différentes questions et cliquer pour répondre. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est voilà, petit quiz d'introduction avant de se lancer dans le vif du sujet. Donc, 4 questions sur votre logement, sur votre lieu de vie, notamment. Donc, on voit qu'il y a 78% pour l'instant. Je commence déjà à spoiler les résultats. 79% qui viennent de Moche Communauté. 33 sur 36. Bon, bah, éventuellement, on peut arrêter là. Les derniers retardataires, n'hésitez pas à vous lancer dans la réponse à ce quiz. Il y a 4 questions. Et donc, à descendre avec votre molette ou avec la flèche. Voilà. Bon, on arrête le quiz. Et on a les résultats. Vous voyez bien les résultats? Éventuellement, je partage le mien, comme ça vous verrez tous. Donc, Ouais, c'est bon pour tout le monde, normalement. donc, on a quand même pas mal, principalement, bien sûr, 80% d'entre vous qui viennent de Maule Communauté. Après, une répartition assez importante des logements, donc des logements d'avant de toutes les époques, finalement, jusqu'à aujourd'hui, avec malgré tout, quand même, 32% qui viennent d'avant 48. Donc, maison 48 veut dire maison en pierre et potentiellement, enfin, après, ça va voir la question suivante qui était importante, est-ce qu'il y a eu des travaux de rénovation? Donc 53% ont isolé la toiture, 18% quand même d'entre vous qui ont isolé les murs, et puis 26% d'entre vous qui n'ont pas encore réalisé de travaux dans le logement. Après, il faudrait bien sûr rapporter ça à l'âge du logement, parce que c'est des maisons après 2000, bon, bah, qui n'aient pas eu de travaux. On reste dans une logique, surtout après 2012. Quel équipement pour le chauffage? On a la moitié d'entre vous qui ont, donc sur les 34 réponses, 53% ont un chauffage électrique qui fonctionne à l'électricité, pompe à chaleur ou radiateur. Et puis après, il y a une grande part aussi qui ont du bois dans leur maison.
Donc finalement, on a une moitié-moitié entre le bois et l'électricité dans cette question-là. On a un deuxième quiz. Ah oui, donc partagez les résultats, vous l'aviez. Donc il y a un deuxième quiz qu'on va lancer tout de suite, un quiz plus sur vos attentes euh, par rapport à ce webinaire. Allez-y, vous pouvez une nouvelle fois répondre à la première question. Donc là, il y a 3 questions. Par quel biais avez-vous entendu parler de ce webinaire? Est-ce que c'est plutôt par Internet, par les réseaux sociaux, bouche à oreille, un bulletin municipal qu'il y a eu, par la presse ou par un mailing? Donc là, vous pouvez cliquer rapidement sur la réponse. Par quel biais avez-vous entendu parler de ce webinaire? Donc allez-y, vous pouvez cliquer. Une deuxième question plus bas, avez-vous un projet solaire, plutôt photovoltaïque, thermique ou pas du tout de projet solaire? Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que vous avez plutôt des questions générales, des questions de rentabilité, de contrat? Est-ce que plutôt vraiment opérationnel sur par quoi on commence? Quelles sont les étapes de réalisation? Euh, Est-ce que c'est plutôt sur comment choisir un professionnel, sur la technologie? Donc, il y a beaucoup de propositions puisque le solaire amène beaucoup de questions. Donc, pour l'instant, je vois que j'ai les réponses en direct. Je vois que toutes les questions sont importantes ce soir. Nous sommes pas loin du bout. 29 personnes ont répondu. N'hésitez pas à utiliser la molette pour aller jusqu'aux 3 questions. OK, bon, on va pouvoir mettre fin au sondage et le partager. Je pense 34 sur 37. Et là, voici les résultats. Donc, bon, la première question, c'est surtout pour nous que ça va être intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la question 2. Avez-vous un projet solaire? Donc, il y a 24 sur 34, donc 71% des répondants et des personnes présentes qui ont un projet solaire photovoltaïque. 15%, 5 sur 34 qui ont un projet de solaire thermique et 24%, enfin, certains ont les deux, a priori. Et quoique, non, on arrive au total et certains n'ont pas de projet. Pourquoi êtes-vous là? Donc, il y a la majorité quand même qui ont des questions générales. Et puis le reste, après, ça se répartit entre tout. Donc, on va essayer de tout aborder, mais encore une fois, ça va être compliqué. Très bien. Alors, donc en effet, le photovoltaïque, c'est un sujet aujourd'hui qui pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que, donc, vous voyez le partage d'écran. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démarchage sur ce sujet-là. Donc, du démarchage oups, pardon, dès que je touche à mon ordi, ça passe, ça change de diapo. Alors, ok, je vais voilà, très bien. Donc voilà les arnaques qu'on peut avoir, un faux set de l'État, faux installateurs, un affilié, en tout cas, un soi-disant EDF, Engie, des fois ADEME, des fois la collectivité locale. Soi-disant, vous allez être autonome, vous avez une installation gratuite, ou inversement, les arnaques peuvent être liées à une installation vraiment très très chère, avec beaucoup d'équipements qui sont mis dans la proposition financière alors qu'on ne l'a pas demandé. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui amène aujourd'hui à nous, en tout cas, travailler sur le sujet et puis essayer d'accompagner les particuliers. Donc, c'est pour ça qu'on existe, hein, l'association. Et donc, via ce programme solaire en Anjou, c'est vraiment accompagner les particuliers sur ce sujet du solaire. D'un côté, lever les freins et d'un autre, eh bien, au contraire, accompagner être vigilant et accompagner dans le choix des professionnels, le choix des produits. Donc, pour cela, on a des permanences sur Mo, sur Beaupro, 2 fois par mois, et également dans nos locaux à Angers. Ce qui est sur rendez-vous, vous pouvez vraiment avoir un rendez-vous complet d'1 heure sur ce projet-là, donc pour évaluer votre projet, étudier les devis éventuellement. Donc voilà, l'objectif de ce soir, c'est de faire déjà une introduction sur ce sujet-là. Et puis, bien sûr, pour l'introduction, oui, le solaire, ça fonctionne, hein. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de souci, la technologie s'améliore, les rendements s'améliorent. Et cette carte vous présente le gisement solaire en France. Et donc, nous, typiquement, donc en Pays de la Loire, on voit bien, donc en Maine-et-Loire notamment, on est à 1000, c'est vraiment l'ensoleillement, donc 1800 heures d'ensoleillement dans notre région, voire un peu plus quand on est vraiment dans le sud des Mauges notamment et le Choletais, on voit qu'on arrive à un ensoleillement un peu plus important, le sud Loire. Et sur le schéma du dessous, on a le rayonnement direct. Donc, on ne le voit pas très, très bien, je trouve, avec ma barre là en dessous, mais vous avez la puissance qui est indiquée normalement dessus sous le rayonnement, donc la puissance en mètres carrés.
combien de mètres carrés, combien de watts peut fournir 1 mètre carré de soleil, hein, surtout. Voilà. Donc là, on voit peut-être pas le chiffre, mais on est à peu près, quand il y a un bon soleil, on est à 1000 watts par mètre carré. Donc ça, c'est ce que nous donne le soleil, hein. C'est pas ce que nous donne le panneau solaire, mais en tout cas le soleil. Et voilà, donc ça fonctionne. Ce qui est important, donc, pour introduire ça, c'est déjà les premières questions servaient à ça, faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est bien beau de vouloir produire du photovoltaïque, mais d'un autre côté, il faut bien se poser les questions sur ses consommations. Tout projet de production solaire photovoltaïque ou thermique nécessite de bien prendre en compte son installation, enfin sa maison, ses consommations, que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude, si on parle de thermique, ou l'électricité sur le photovoltaïque. Donc, faire les choses dans l'ordre. Encore un troisième quiz. On va lancer un troisième quiz sur ce sujet-là, vraiment pour connaître un peu vos connaissances finalement. Donc, à votre avis, c'est même pas des connaissances, mais plus à votre avis. Donc, allez-y, on se relance dans un troisième quiz. Après, on va vraiment se lancer dans le vif du sujet. Donc, à votre avis, au niveau national, quelle part, pardon, l'électricité représente-t-elle dans les dépenses d'énergie? Donc, au niveau français, si on prend toutes les factures d'énergie, enfin, toutes les dépenses d'énergie de la France, donc en prenant en compte le transport, l'habitat, l'industrie, etc., l'électricité prend quelle part dedans? Donc, allez-y, vous pouvez cocher sur votre quiz. Est-ce que c'est plutôt 16%? Donc, l'électricité prend 16% de notre facture globale de la France, 23%, 32% ou 45%? Ensuite, il y a une deuxième question. Moi, je vous laisse bien sûr répondre à la première. Donc, cliquez si vous savez, hein, sinon, ce n'est pas très, très grave. Donc, 16%, 23%, 32 ou 45, est-ce que l'électricité, c'est la part de l'électricité au niveau français? La deuxième question, c'est plus au niveau d'un foyer sur une facture d'énergie, donc d'un foyer, toute énergie confondue hors transport. Là, on est vraiment sur l'habitat. Est-ce que la part du chauffage, ça représente 30%, 45% ou 59%? Ou 80%. Il y avait une quatrième proposition. Ça, c'est important de se poser cette question-là également. Et il y avait une troisième question. D'après vous, combien vous consommez d'électricité par an chez vous? Est-ce que c'est moins de 3000, entre 3000 ou 7000, entre 7000 ou 15000, ou plus de 15000? Et une dernière proposition, aucune idée. Donc pour l'instant, je vous dévoile les résultats en attendant que tout le monde réponde. Donc allez-y, hein, vous pouvez descendre. Il y a 3 questions pardon, sur ce quiz. La première question sur l'électricité, pour l'instant, il y en a alors donc 33%, donc c'est assez serré. 36% pensent que l'électricité est 32%. Bon, c'est vrai que les propositions que j'ai mises là, elles sont un peu serrées, hein. 23 ou 32, on n'est pas très loin. Donc, et 45, on n'est pas très loin non plus. Alors, 37% pensent que l'électricité, c'est 32% de la facture de la France. Et 25 pensent que, donc un quart d'entre vous pensent que 23%, on consomme 23% d'électricité en France. Si je vous donne la réponse tout de suite, c'est 23%. La part d'électricité en France, c'est 23%. Donc, il y a un peu moins d'un quart de toute la facture d'énergie, transport compris, qui concerne l'électricité. Quelle est la part du chauffage dans notre facture chez nous, chez nous à la maison? C'est 50, vous avez mis 59% ou 45%, donc en effet, on est à 59%. C'est la part du chauffage chez nous. Donc, il y a les 2 tiers, un peu moins des 2 tiers de votre facture d'énergie, donc de la maison, concerne le chauffage. Donc, que ce soit de l'électricité, du fioul, du bois ou du gaz, du charbon, admettons, voilà, il y a les deux tiers qui sont de l'énergie qui vont être utilisés pour le chauffage de votre maison. Et donc, après, il en reste un tiers pour l'eau chaude, pour les appareillages, pour l'éclairage, pour le lavage, etc. Mais c'est là où ce qui est important à prendre en compte, même quand on a un projet photovoltaïque. Le plus important, ça reste de réduire sa consommation, hein, quel que soit votre projet. Et donc, on se rend compte que le chauffage, c'est vraiment une grande part de cette facture. Donc, c'est là la source d'économie d'énergie. Ça va vraiment être le chauffage. Et donc, comment réduire? Bien sûr, ça passe par l'isolation principalement. Changer de mode de chauffage, ça ne va pas réduire nos consommations, puisque la maison aura toujours besoin autant de kilowattheures, que ce soit du fioul ou du bois ou de la pompe à chaleur. La maison aura toujours besoin de ces kilowattheures-là. Donc, c'est vraiment l'isolation la priorité. Et combien consommez-vous? Donc ça, c'est important pour un projet photovoltaïque de se poser cette question-là. Donc il y en a pour l'instant 36% d'entre vous qui consomment entre 3000 et 7000 kWh et 22% entre 7000 et 15000. Ces paliers-là, ils ne sont pas anodins. Ce que j'ai donné comme palier, c'est tout de suite lié euh, au, euh, au type d'énergie, d'électricité qu'on utilise. Donc je ne sais pas comment le dire. Euh,
on consomme moins de 3000, ça concerne, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Donc, c'est-à-dire les appareillages, voilà, les appareillages électriques hors chauffage eau chaude. Ça, c'est la moyenne en France. On consomme moins de 3000 kWh par foyer pour les appareillages. Entre 3000 et 7000, bah, j'ai tout simplement ajouté l'eau chaude sanitaire. Donc, quand on a un cumulus électrique, on consomme à peu près ça, quoi, entre 3000 et 7000 kWh. Bien sûr, ça dépend du nombre de personnes. Quand on passe entre 7000 et 15000, bah là, c'est quand on va avoir du chauffage électrique. Pompe à chaleur ou chauffage électrique. 7000, on est plus dans les pompes à chaleur. Ça dépend de la taille de la maison, ça dépend de l'isolation de la maison, bien sûr, de l'âge de la maison. 15000, on va plus être sur des radiateurs électriques et puis on peut même aller à 20 000, bien sûr, quand on a une maison pas isolée, avant 48, en chauffage électrique. Et plus de 15 000, bah, c'est quand on va rajouter d'autres besoins comme la climatisation, la piscine, la voiture électrique. Bon, bah, forcément, là, on va se rapprocher des 20 000, des 30 000 kWh. Et donc, 22 d'entre vous n'ont aucune idée. OK, donc ça, c'était très important pour la suite. Euh, hop, et on va rentrer dans le vif du vin. Pour résumer là-dessus, hein, vers la performance énergétique, c'est vraiment la priorité. Vous voyez les 7 clés de la performance énergétique. Il n'y a pas la production d'électricité dedans. Les 7 clés, c'est vraiment lié au bâtiment. Donc, isoler le logement, mettre des énergies renouvelables. Et ensuite, il y aurait une huitième clé qui correspond au soleil qui est indiqué là. Là, c'est produire de l'énergie. Encore une fois, produire, consommer, c'est deux choses différentes. Une production ne va pas faire baisser vos consommations. Les kilowattheures restent des kilowattheures, qu'ils soient produits avec du soleil ou avec les priorités des priorités. Baisser ses consommations. Et on est là aussi pour ça, on est là pour vous aussi, pour vous accompagner là-dessus. Différentes technologies solaires. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On est encore 30-40 minutes ensemble. Je commence par, bien sûr, une image très claire qui montre la différence entre deux technologies, produire de l'électricité ou de la chaleur. Donc, c'est deux systèmes différents. À ne pas oublier, on peut produire de la chaleur avec des panneaux solaires. Ça s'appelle des panneaux solaires thermiques ou chauffe-eau solaire individuel, on appelle comme ça également. Donc là, l'idée, c'est que les panneaux qu'il y a au-dessus, sur cette image-là, on a un tuyau de cuivre, donc on voit l'arrivée du tuyau par là, qui va passer dans ce panneau-là, dans les 4, 5, 6 panneaux qu'il y a là. Et il y a de l'eau froide qui passe dedans et qui est chauffée par la chaleur du soleil directement. Là, c'est vraiment le principe de l'effet de serre. On chauffe comme un tuyau d'arrosage qui passerait sur le toit et on le chauffe avec le soleil et on récupère cette eau chaude. Donc ça, c'est la technologie pour chauffer de l'eau pour les radiateurs ou pour l'eau chaude, pour le ballon d'eau chaude. En dessous, nous avons les panneaux photovoltaïques. Donc c'est vraiment cela qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est les rayons du soleil qui viennent, qu'on va capter le solaire photovoltaïque, donc sur la partie gauche, grâce à des cellules silicium qu'on a là. Donc, pas du tout la même technologie. Là, on fabrique de l'électricité grâce à la lumière, donc le photon récupère. Ce silicium a la particularité de récupérer la lumière et cette lumière va exciter des électrons et ces électrons vont être acheminés grâce à des fils conducteurs vers votre réseau électrique de la maison ou vers le réseau, plus quoi que ce soit, vers le réseau courant, le réseau national. Donc, on voit qu'il y a le rendement qui n'est pas pareil, qui n'est pas le même finalement. Le solaire photovoltaïque, on récupère 15% de l'énergie que le soleil est capable de nous donner. Donc, s'il y a, admettons, le soleil nous donne 100 kWh, bah, nous, on va réussir à en garder 15 kWh. Entre 15 et 20, ça s'améliore là-dessus. Alors que le solaire thermique, lui, il y a 40% de l'énergie qu'on va réussir à récupérer en chaleur. Les rendements ne sont pas les mêmes, c'est pour ça qu'une surface de panneaux solaires thermiques sont assez réduites, alors qu'au final, on produit autant de kilowattheures. Donc justement, je m'attarde un peu plus sur le solaire thermique et puis après, on pourra peut-être laisser une petite slave de questions sur ce sujet-là si vous souhaitez. Le chauffe-eau solaire individuel, donc je ne veux pas m'attarder trop là-dessus parce que j'ai cru compte qu'il y avait quand même une majorité de questions sur le solaire photovoltaïque. Donc voilà le schéma de principe, hein. On a vraiment un panneau solaire avec un tuyau d'eau qui passe dedans. Cette eau est acheminée par une pompe, hein, un circulateur, vers un ballon d'eau chaude. C'est pas l'eau qui est acheminée, c'est la chaleur de l'eau qu'on va récupérer grâce à l'échangeur qu'on a en bas du ballon là. Et ce ballon va aller alimenter un circuit d'eau chaude, donc type radiateur, ballon d'eau chaude ou voilà, donc les robinets de votre maison. Donc là, ça peut recouvrir 60 à 70% de vos besoins en eau chaude. Donc on l'a vu tout à l'heure, je vous expliquais, hein, les besoins en eau chaude dans une famille de 4 personnes, c'est à peu près les 2500 kWh par an. Donc ça veut dire qu'il y a 70%, donc à peu près 1800 à 2000 kWh qui pourront être faits par cette eau chaude-là, par ce soleil, pardon. Donc bien sûr, le reste est un appoint.
qu'on peut mettre avec une chaudière ou avec une résistance électrique. On peut également faire du chauffage, donc c'est-à-dire que là, on va mettre plus de panneaux. Si on veut faire du chauffage avec son solaire, on va plutôt mettre 15 mètres carrés de panneaux. Donc, il y avait une question après là-dessus. Mais cette fois-ci, bah, forcément, on va chauffer les radiateurs du plancher chauffant. Ça, c'est vraiment l'idéal avec un plancher chauffant. Dans un plancher chauffant, l'eau circule à 35 degrés, donc c'est plus facile. Alors que dans des radiateurs, on est plutôt à 50, 55, voire 65 degrés. Donc à ce niveau-là, c'est très difficile de chauffer avec des panneaux solaires en hiver parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil et surtout, il fait froid. Donc là, ça va recouvrir à peu près 30 à 50% des besoins, tout compris quand c'est bien fait, bien dimensionné et qu'on est à basse température. Bien sûr, on a un point nécessaire. Euh, vous pourrez reposer des questions si vous en avez sur le solaire, mais des chiffres clés à retenir. Bien sûr, en fonction de l'inclinaison, vous allez incliner et orienter vos panneaux en fonction de vos besoins. Si c'est pour du chauffage ou de l'eau chaude, ça ne va pas être pareil. Et voilà ce qu'on peut retenir. Donc, hein, pour une personne, 1 mètre carré de panneau solaire. Donc là, on est vraiment sur le solaire thermique et non pas photovoltaïque. Je vais très vite, hein, sur ce sujet-là, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions en plus sur le solaire photovoltaïque, même si je vois qu'il y en a quand même. Il y a des aides sur le solaire thermique, donc pour chauffer l'eau. Vous pouvez aller jusqu'à 4 000 euros d'aide de MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est sous condition de ressources et dans le meilleur des cas. 4 000, 3 000 ou 2 000 euros en fonction des revenus ou zéro quand pour les personnes plus aisées. Il y a également des certificats, donc C2E, c'est les certificats d'économie d'énergie qui s'élèvent à ces sommes-là en fonction des revenus, donc 130 euros ou 280 euros. La TVA à 5,5 et un prêt à taux zéro possible, un éco-prêt à taux zéro. Si vous faites que le panneau solaire, par exemple, vous pouvez avoir la totalité de votre devis solaire qui va être pris à taux zéro pendant le temps du remboursement qui peut aller jusqu'à 15 ans. Voilà, et puis un petit point important sur les professionnels. Donc, sachez qu'il y a des labels spécifiques sur le solaire, que ce soit photovoltaïque ou thermique. Donc, pour le thermique, ça va être celui-ci, Calisol. Donc, si si vous tapez Calisol sur un moteur de recherche, justement sur un moteur de recherche de professionnels qui savent installer du solaire thermique. Donc, ils sont RGE. Non. Alors, je vois que Mélissa. Bah, est-ce que je proposais, est-ce qu'il y avait des questions, Mélissa, de ton côté? Oui, effectivement, une ou deux questions. Alors sur le stockage, euh, est-ce que c'est intéressant pour une personne individuelle d'assurer du stockage de l'énergie chez lui? Et puis, voilà, Je notamment. n'ai pas tout compris, tout entendu de ta question. Ça a coupé au début, ça a commencé plus tard. Désolée, je ne dois pas très bien capter. Il y avait des questions sur le stockage, sur les batteries. D'accord, donc vraiment, là, on est lié au photovoltaïque. Dans ces cas-là, on va revenir après dessus. N'hésite pas à me relancer sur ce sujet après. Ok, donc vous voyez qu'il y avait un système, une question aussi sur les systèmes solaires autoconstruits. Donc là, je ne connais pas forcément cette marque AESEO. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin là-dessus. Et, et puis, bah, Cédric répond d'ailleurs, Angelino, qui a un retour d'expérience a priori sur AESEO. Merci Cédric, donc qui précise que c'est pas mal, que c'est vraiment bien. Ok. Et des exemples d'installation, oui. Non, c'est une question qui vient d'arriver, effectivement, Oui, sur donc le sur solaire. des exemples sur le solaire thermique, d'installation solaire thermique, oui, et après il y a la question SSC. Donc c'est vraiment celle-ci, solaire thermique, on en a pas mal, ça se fait beaucoup. C'est vrai que sur le solaire, il y a eu une pause. Moi, bon, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Il y a 10 ans, j'avais pas mal de questions sur le solaire thermique et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, notamment au moment où les aides se sont arrêtées, hein, comme le solaire photovoltaïque d'ailleurs. Et d'un coup, enfin, il n'y a pas que la question des aides, il y a aussi la question du chauffe-eau thermodynamique. Donc, c'est une pompe à chaleur pour l'eau chaude. Donc, quand les chauffe-eau thermodynamiques sont arrivés sur le marché en grande pompe, le solaire thermique a pris du retard, puisque le financement, enfin, c'était pas forcément. Enfin, il y avait quand même des aides financières, mais le prix, le solaire, la communication sur les pompes à chaleur thermodynamiques, donc les chauffe-eau thermodynamiques étaient beaucoup plus poussés que le solaire, ce qui fait que le marché s'est réduit.
Mais il y en a quand même. Et SSC, je me suis renseigné auprès d'un adhérent de notre association il n'y a pas longtemps, justement, sur le système solaire combiné. Sur le moteur de recherche Calisol, vous pouvez choisir, si c'est une optionnelle, vous pouvez vraiment choisir une optionnelle qui installe le système solaire combiné. On le voit sur la diapo là, un Calisol Combi, ça veut dire qu'il fait les deux. Donc déjà, ça c'est important d'avoir un professionnel qualifié sur ce sujet-là. Et retour d'un adhérent qui a installé qui a installé chez lui en 2008, vers Saint, par là, au Saint-Saturnin, enfin sud-ouest, installé une dizaine de mètres carrés. Et aujourd'hui, bon, une maison de neuve de 2008, hein, donc ça c'est important, donc avec un plancher chauffant, avec de la basse température, tout a été dimensionné pour. Ce n'était pas de la rénovation. Aujourd'hui, il paye 150 € de granulés en appoint, tout compris pour l'eau chaude et le chauffage de sa maison planée. Donc ça marche. Il a donc, point de vue il faut vraiment une dimension. C'est pas parce qu'on met 10 mètres carrés de panneaux autonomes en solaire, même si c'est que pour l'eau chaude, si on met 10 mètres carrés, c'est pas parce qu'on met plein de mètres carrés qu'on va être autonome. Il y a des jours, pas de soleil, tout simplement. Un point de vigilance important. On va vraiment dimensionner en fonction de ses besoins. Donc, si vous n'êtes qu'une personne chez vous, par exemple, bah, il y a peut-être d'autres priorités. Les consommations d'eau chaude dans un foyer ou quand on est tout seul sont assez faibles. Donc, je mets peut-être d'autres priorités. Ça dépend de votre maison, hein. Si vous consommez déjà très peu, bon, bah, c'est vrai que le chauffe-eau, impertinent. Si vous êtes 4-5, bon, bah là, ça devient intéressant. On va mettre 4 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit et on va recouvrir 60-70% de ses besoins pour l'eau chaude. Pour le chauffage, bon, là, la vigilance, ça va vraiment être l'isolation de la maison et la température de circulation dans les radiateurs, dans l'idéal, dans le plancher chauffant. Une maison avec des radiateurs haute ou moyenne température et sans orientation optimale et sans isolation optimale, je déconseille, à mon avis, le système solaire combiné. OK. Je regarderai les questions et j'essaierai de voir après si c'est un spécifique. Je propose d'avancer sur le solaire photovoltaïque. Donc, technologie en elle-même, avant d'aller vraiment sur la question du dimensionnement qui est le plus important. Euh, Trois types d'installations photovoltaïques. Donc, cette fois-ci, on vient sur la technologie pour produire de l'électricité. Soit, donc, c'est les types d'installations, c'est vraiment le raccordement, hein. C'est ça le plus important. C'est soit on produit l'électricité et on vend la totalité. On vend la totalité à un fournisseur d'énergie. Donc, ça arrive sur le réseau, sur les pylônes qu'on a ici. Soit on autoconsomme une partie. Donc, au moment où on consomme, si on arrive à consommer au moment où on produit, eh bien, on va la consommer cette partie-là. Il y aura l'intérêt de ne pas acheter d'électricité à ce moment-là. À ce moment-là précis, on va consommer des kilowattheures gratuits, en quelque sorte. Soit on autoconsomme la totalité, ou en tout cas, on est sur un site isolé. Donc, c'est-à-dire on stocke sur des batteries. Voilà les trois propositions. Donc, la première, la vente totale, c'est ce qui se faisait jusqu'à les 2 dernières années, c'était exclusivement cela. Donc, c'est-à-dire qu'on produit avec nos panneaux solaires. Cette production va passer dans un compteur. On a un appareil qui s'appelle un onduleur avant. Ça, c'est très important. L'onduleur va permettre à l'électricité produite d'être utilisable, hein, tout simplement, sur nos appareils et sur le réseau. On va compter avec un compteur Linky et ensuite, on va le réinjecter sur le réseau. Donc, ça, c'est la production en rouge. En bleu, la consommation. Donc, d'un autre côté, je le consomme. Ça passe par un autre compteur, donc un deuxième compteur Linky, et ça va vers les appareils. Donc, les deux, dans la vente totale, les deux, consommation-production, sont vraiment dissociés, quoi. L'intérêt de ce système, c'est qu'on n'a pas à se poser de questions sur nos consommations. Enfin, c'est toujours important de réduire ses consommations au maximum, mais quelles que soient vos consommations, la rentabilité est déjà définie finalement. On le sait parfaitement combien on va produire d'énergie et donc combien on va le revendre. Et cette énergie est revendue à 17,89 centimes du kilowattheure. Mais d'un autre côté, par contre, vous allez toujours consommer la même chose, toujours payer votre facture d'électricité comme aujourd'hui avec potentiellement l'augmentation de l'énergie, bien sûr. L'autoconsommation, deuxième contrat important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cela, principalement de cela, avec vente du sur. Donc cette fois-ci, première courbe, première boucle, on produit des kilowattheures au moment où on consomme. Donc tout simplement, ces kilowattheures vont passer dans un onduleur et vont arriver dans vos appareillages directement. Donc ça, c'est très bien. Si vous arrivez à consommer au moment où vous produisez, bon, bah, les kilowattheures ne vont pas passer par votre compteur Linky, ne vont pas passer par le réseau, donc vous n'allez pas les payer, bien sûr. D'un autre côté, vous pouvez consommer
au moment où vous ne produisez pas, donc tout simplement la nuit ou quand il y a trop de nuages, vous ne produisez pas assez. Donc là, les kilowattheures vont passer dans votre compteur Linky et à vos appareillages. Comme troisième possibilité dans un contrat comme celui-ci, bah, vous produisez, mais vous n'êtes pas chez vous à ce moment-là, vous ne consommez pas. Et bien, les kilowattheures vont passer dans le même compteur, donc un seul compteur, et aller sur le réseau. Voilà la grande différence, c'est qu'il n'y a qu'un seul compteur. Donc un seul compteur dit un budget un peu moins cher, un peu moins important. On parlait d'être cher, mais en tout cas, financièrement, ce sera moins important économiquement, plus forcément, vu que vous je recommence. On peut être autonome, mais c'est très difficile, à condition d'avoir énormément de batterie et de consommer très peu. Donc, autoconsommation totale, là, ça veut dire qu'on autoconsomme la totalité de notre production. Il n'y a aucune remise sur le réseau, voire aucun stockage, donc à condition d'avoir des panneaux, enfin une très faible surface finalement, qui va correspondre à votre consommation standard, ce qu'on appelle le talon de votre consommation, c'est-à-dire votre consommation minimum. Admettons que vous avez votre réfrigérateur branché à plein temps, bon, même si lui, il a des courbes de consommation. Vous avez un appareil qui consomme continuellement, vous avez une base, et bien vous allez mettre 1 mètre carré, enfin, une installation équivalente à cette base. Donc l'installation va être petite si vous voulez si vous voulez autoconsommer la totalité de votre production. Et votre autonomie va être petite également. Si vous consommez beaucoup, vous allez avoir une autonomie très faible. Ça ne va pas vraiment avoir d'intérêt d'essayer d'autoconsommer tout. Soit vous stockez sur des batteries, ça c'est possible aussi, donc comme le schéma qui est indiqué là. Mais les batteries peuvent permettre d'aller vers l'autonomie, mais être autonome avec des batteries, ça veut dire mettre beaucoup de batteries et donc payer très cher la batterie. Donc ça, c'est vraiment, aujourd'hui en tout cas, on en parle très peu de cette idée-là de stocker, cette solution-là. Ça va peut-être venir par l'amélioration des stockages, par l'amélioration écologique aussi, et financière et de recyclage. Pour 1 kWh de stockage, à peu près, hein, pour garder un ratio. Donc, c'est-à-dire 1 kWh, vous n'allez pas faire grand-chose avec. Pour être autonome une nuit, vous allez avoir besoin de 3 kWh peut-être. Si vous n'avez pas de chauffage, pas d'eau chaude, juste une poule, un réfrigérateur et puis un ordinateur et quelques appareils, vous allez payer 3 000 euros vos batteries. Ils vont avoir une durée de vie derrière. Une durée de vie assez réduite qu'il va falloir changer au bout de 8-10 ans. Donc, c'est vrai que c'est encore une solution très peu abordée aujourd'hui. Euh, un point important, c'est les onduleurs dans notre schéma. Là. Maintenant, il y a différentes technologies d'onduleurs. Donc ça, c'est l'appareil qui va permettre de transformer l'électricité produite par les panneaux, qui est une électricité continue. En France, ce n'est pas utilisable dans nos appareils, dans la majorité de nos appareils. Donc, on doit le transformer en électricité alternative. Et c'est à ça que sert l'onduleur, qui sert à onduler finalement notre électricité. Classiquement, un onduleur classique, on pourrait peut-être enlever classique maintenant, mais historiquement, c'est ce qu'on avait vraiment. Il n'y avait que ce genre de système. Donc là, un onduleur central où tous les panneaux solaires sont raccordés dessus. On a une autre possibilité, c'est l'onduleur micro-onduleur. Donc c'est un petit onduleur qui va être raccordé à chaque panneau. Aujourd'hui, on a beaucoup de devis qui ciblent ces micro-onduleurs. L'intérêt, c'est que derrière, chaque onduleur est indépendant des autres. Donc, s'il y en a un qui est en panne, s'il y en a un qui ne fonctionne plus ou qui est à l'ombre, tout simplement, eh bien, ça ne va pas endommager le reste de la production. C'est vraiment l'intérêt premier. Et on peut aller changer le panneau assez simplement sans couper le reste. Un onduleur donc, dit classique, central, lui, va avoir cet inconvénient principal, c'est que dès qu'il y a un onduleur qui a un défaut ou qui est à l'ombre, bah, tous les autres panneaux vont se mettre au même niveau. Il y a une solution intermédiaire, c'est l'onduleur central avec un optimiseur. Donc, c'est des petits optimiseurs qu'on va mettre sur chaque panneau et donc qui vont avoir le même avantage que les micro-onduleurs. Voilà donc la grande différence. Onduleur-chargeur, là, c'est plus avec batterie intégrée. Donc, grande différence micro-onduleur et onduleur classique, c'est vraiment l'efficacité et la production. L'autre différence, c'est le prix. On va avoir un prix plus cher sur le micro-onduleur individuel que le classique. On est à 1000 euros sur le classique avec les optimiseurs sur chaque panneau. Là, ça va revenir à 1800 euros peut-être ou 1500 euros sur l'ensemble de l'installation. Par contre, le micro-onduleur a une durée de vie, une garantie de 20 ans, alors que l'onduleur classique, ils se sont bien améliorés, on se rapproche de ça, mais c'est plutôt 10 ans. Voilà pour cette partie très technique sur les appareillages, les outils, enfin ce que compte l'installation.
Il est 19h12. Est-ce que j'enchaîne sur la suite ou est-ce qu'il y a des questions déjà? Enfin, je pense qu'il y en a pas mal. Écoute, les questions qu'il y a eu, Mathieu, les gens se répondent entre eux. Donc, pour le moment, pas de questions Très bien. supplémentaires. On peut enchaîner avec le quiz. Ok. Marche. Donc, le quiz sur quelques équivalences pour introduire la suite, sachant que donc il nous reste à peu près 20 minutes. Donc, on a bien sûr déjà un petit peu de retard, hein. Le quiz prend du temps quand on est 40. Donc, un dernier quiz sur les équivalences. Parce que là, c'est bien beau, on a parlé de technique. Donc, vous pouvez déjà lire la question. À combien de mètres carrés de solaire thermique faudra-t-il pour couvrir les besoins en eau chaude d'une famille de 4? Et puis la deuxième, la même chose, mais sur le photovoltaïque, les besoins d'un foyer. Ça, c'est très important comme question à se poser pour dimensionner une installation, sachant que la première, on y a déjà répondu et elle est assez précise dans la question. Donc ça, c'est important comme question à se poser dans un projet solaire, que ce soit thermique, photovoltaïque, quels sont mes besoins finalement? Donc c'est pour ça qu'on vous la pose cette question. Pour une famille de 4 en eau chaude, combien de mètres carrés faudra-t-il? Euh, Et puis la même chose sur le photovoltaïque. Donc, deuxième question en bas, n'hésitez pas à cliquer. Combien de mètres carrés faudra-t-il? Est-ce qu'il faudrait, donc pour le photovoltaïque, est-ce qu'il faudrait, la deuxième question, 18 mètres carrés? Est-ce qu'il faudrait 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés d'un foyer? Alors, bon, je propose d'arrêter là. La première question, donc sur le solaire thermique, alors pour 4 mètres carrés, 8 mètres carrés ou 12 mètres carrés, donc il y en a 66% qui ont répondu 4 mètres carrés. Finalement, la question est encore elle est peut-être pas suffisante, parce que combien de mètres faudra-t-il pour couvrir les besoins en eau chaude d'une famille? En moyenne de consommation, 4 mètres carrés, ça semble suffire, puisque j'ai dit tout à l'heure, 1 mètre carré par personne, donc ça respecte le ratio. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe entre 4 et 5, sachant que la technologie s'est aussi améliorée, donc 4 mètres carrés, c'est pas mal. On considère 50 litres, 40 litres même de besoins en eau chaude par jour. Et donc, pour répondre à ces besoins-là, carré, ça semble pas mal. Deuxième question, alors là qui est encore complète. Combien de mètres carrés faudrait-il pour couvrir l'équivalent des besoins d'un foyer en photovoltaïque? 18, 80 ou 100 mètres carrés? Bon, c'était volontairement pas précis. 52% d'entre vous disent 18 mètres carrés, 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Finalement, la question n'est pas assez précise puisqu'on ne connaît pas les besoins d'un foyer. C'est impossible à savoir juste avec une question comme ça. Tout dépend de ce que vous consommez en électricité pour couvrir l'équivalent des besoins. Donc, comme je parlais tout à l'heure, ces chiffres-là, ils sont pas à 10 mètres carrés. Ça dépend de la technologie utilisée. Ça correspond aux besoins d'un foyer en électricité spécifique en moyenne. Donc, électricité spécifique, c'est les appareillages. Donc, si je veux produire l'équivalent des appareillages électriques, il faudrait 18 mètres carrés à peu près. Et c'est ce qu'on a de manière générale dans la majorité des installations en France. C'est vraiment de 18 mètres, entre 15 et 20 mètres carrés. C'est ce qu'on appelle 3 kW crête, la puissance qui est associée à ça. 80 mètres carrés, là, j'ai fait un calcul volontairement plus important. À quoi ça équivaut? Là, si on met du chauffage, si on met de l'eau chaude, tout de suite, c'est plus du tout la même question de surface. 80 mètres carrés, ça veut dire qu'on est tout électrique en gros. Donc, tout de suite, il faut déjà de la surface de toit bien orientée en plus. Euh, mais on a une voiture, une piscine, une climatisation électrique. Forcément, on n'a pas forcément la surface nécessaire. Mais pour aller plus loin, OK, on arrive à mettre 100 mètres carrés sur son toit ou 20 mètres carrés. Je pourrais reposer une question, je la pose, mais je vais répondre rapidement. Est-ce qu'on va être autonome? Même question sur l'eau chaude d'ailleurs. 4 mètres carrés, on est 4, est-ce qu'on va être autonome en eau chaude? Et donc en photovoltaïque, est-ce que je vais être autonome? Même si je mets plus que 18, admettons, je mets 50 mètres carrés, mais est-ce que je vais être autonome et ne plus payer de facture d'électricité? Donc ça, c'est la question de beaucoup de personnes. C'est tout à l'heure autonome en électricité, tout simplement parce qu'on ne produit pas on produit pas quand on consomme. De manière générale, dans une année, on produit majoritairement la journée et l'été, principalement l'hiver, la nuit. Il y a une différence entre les besoins d'un côté, l'électricité et l'eau chaude, et la production de l'autre. Donc c'est pour ça que je donne une importance à dissocier les deux dans la réflexion en tout cas, de manière à vraiment ne pas avoir, d'essayer de produire le maximum
bien sûr, surtout pour le photovoltaïque, mais après, à voir ce que vous en faites derrière de cette électricité. Pour l'eau chaude, d'ailleurs, on pourrait venir sur la question de l'eau chaude, 60% des besoins. Ça recoupe 60% des besoins. Ça veut dire que si je veux être autonome en eau chaude, bah, c'est pas possible avec juste le chauffe-eau solaire. Faudrait encore, il resterait 1200 kWh à ouvrir avec du bois, avec du fioul, avec du photovoltaïque, si vous souhaitez. Pour le photovoltaïque, ça dépend des besoins, comme je le disais. Donc, en fonction de l'hiver, de l'été, de la nuit et du jour, c'est très de réfléchir à tout ça. Donc, le dimensionnement d'une installation solaire photovoltaïque, cette fois-ci. Donc, voilà un autre schéma de la France. Quelques ratios. Un mètre carré de solaire sur Terre, c'est 1500 kWh. Un mètre carré de photovoltaïque, donc de panneaux solaires, cette fois-ci, photovoltaïque, ça fait 200 kWh. C'est un chiffre, je vais limiter à 200, mais c'est vrai que les technologies évoluent. Là, c'est à peu près ça, entre 200 et 250 kWh par mètre carré. Si vous voulez retenir un chiffre, c'est pas mal. On arrive à 3600 kWh a priori. Donc, ça semble correspondre aux 3600 kWh fois 18 mètres carrés. Enfin, c'est pour avoir l'équivalent d'une toiture habituelle du mètre. Une fois qu'on a vu, qu'on connaît cette incidence, là, cette irradiation du soleil et donc la production possible de panneaux solaires, là, bien sûr, je vais parler de panneaux solaires qui sont bien orientés. Et ça, c'est vraiment la question première, l'orientation et l'inclinaison, surtout l'orientation d'ailleurs. Un schéma assez intéressant du rayonnement reçu en fonction de l'orientation, donc plein sud ici, et de l'inclinaison. L'idéal, on est ici, plein sud, avec une inclinaison de l'ordre de 30 à 45 degrés même. Voilà, on a la meilleure, le meilleur. Tout de suite, on voit que si on va à l'est ou à l'ouest, ça serait pareil. Bah, à l'est, on a 80%. Ça veut dire qu'il y a 20% de perte. Notre panneau, c'est le même panneau, mais il va perdre 20% de production liée à l'orientation. Ça, c'est important de le prendre en compte dans son projet, dans son retour sur l'investissement, dans sa rentabilité, l'évaluation. L'orientation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus. Et aujourd'hui, avec l'idée de l'autoconsommation, on commence à mettre des panneaux à l'est et à l'ouest, tout simplement parce que le soleil se lève à ce niveau-là. Donc, nos consommations du matin, on pourrait se dire qu'elles vont être recouvertes. Et pareil, le soir, à l'ouest, nos consommations de fin d'après-midi, elles vont être couvertes. Donc, on va être peut-être avec plus d'autonomie. Mais tout de suite, avec cette logique faut bien être conscient qu'on va perdre 20% de notre rendement de production, de notre production optimum. Si j'avais les mêmes panneaux orientés au sud, j'aurais produit 3600 kWh, mais là, je vais produire moins de 3000, 2800 peut-être, si je suis à l'est ou si je suis à l'ouest. Et si je veux en mettre de chaque côté de mon toit, est-ouest, pourquoi pas, mais là, ça entraîne un budget un petit peu plus important sur la mise en œuvre de l'installation. Mais après, sur le raccordement, tout est faisable. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. D'un point de vue logique et même collectif, si on parle de la France, bien sûr, quitte à fabriquer des panneaux solaires, moi, j'aurais tendance à dire il faut vraiment essayer de les mettre au sud, sud-est, sud-ouest. On voit qu'on a 95% encore de performance, c'est pas mal. Tout de suite, les mettre à l'est et à l'ouest, c'est utiliser des panneaux qui vont moins produire. Mais c'est faisable. Le troisième facteur important de production, c'est l'ombrage, le masque solaire. Donc, c'est ce qui équivaut à l'ombre portée sur vos panneaux. Il y a des outils un peu tout simples comme celui-ci. On peut soi-même dessiner sur un diagramme ce qu'on voit devant nous et ça va permettre de remarquer l'ombre en fonction de la date. Donc ça existe, hein, vous pouvez retrouver ça facilement, un diagramme comme celui-ci. Donc, ce qui est important de voir dans les masques solaires, ça va être les cheminées, les arbres, donc la hauteur des arbres, bien prendre en compte le rayon d'hiver et d'été qui est différent, les immeubles, les maisons, etc. Et puis les futurs projets, éventuellement aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une maison ou quelque chose qui va arriver là, ou un arbre qui va pousser dans 5 ans et qui va venir sur mon toit. Donc ça, c'est les premières questions que vous pouvez vous poser vous-même, sans autre outil finalement. Maintenant, il existe 2 outils à vos dispositions. Je vous enverrai les liens après. On vous enverra un mail avec tous ces liens-là et avec cette présentation d'ailleurs. Le cadastre solaire du Maine-et-Loire. Donc ça, c'est dans le cadre du programme Solaire en Anjou. Le CML, le syndicat de l'énergie en Maine-et-Loire, en partenariat avec Inson We Trust, a mis en place ce cadastre. Donc, on va mettre une adresse sur le moteur de recherche ici et vous allez chercher les détails et ça va vous donner des informations, des premières informations sur la production en kilowattheure par an de votre maison potentielle en fonction de la surface que vous allez mettre. Donc là, c'est sur toute la toiture, production. Lui, il a estimé qu'il y avait, donc je n'ai pas les détails, mais si vous mettez plus de détails sur ce site-là, vous aurez directement la surface et vous pouvez louer sur la surface pour voir combien de kilowattheures vous allez produire.
C'est un premier outil intéressant pour vraiment une première simulation sans aller plus loin. Là, on voit 32 mètres carrés optimum. Si vous baissez à 18 ou à 20, on serait plutôt à 3600 kWh. Deuxième outil que je vous invite à consulter, mais là, c'est vraiment dans l'idée où vous allez sur un projet déjà d'outil, ou en tout cas, vous avez, ça demande plus de connaissances de votre bâti, de vos consommations. AutoCalSol de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, permet d'estimer aussi ses besoins, mais de manière un peu plus poussée. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment pouvoir définir une puissance que vous souhaitez mettre en œuvre, une inclinaison, une orientation. Et puis, en fonction des pages, vous allez pouvoir estimer ça va vous estimer la production solaire, ça va vous estimer la consommation, enfin, vous allez ajouter votre consommation dans cet outil-là. Et puis, vous pouvez même ajouter des batteries et vous aurez une étude économique approfondie. Donc, voilà quel ressort, quel rendu on pourrait avoir quand le fait de mettre de la consommation dessus. En bleu, donc le AutoCalSol va vous donner ce genre de schéma. En bleu, donc là en hiver, en bleu, c'est la consommation de la personne que j'ai enregistrée ici. Et en jaune, c'est la production solaire. Et l'idée, bah forcément, le jaune qui se situe dans le bleu, bah, ça veut dire qu'on produit au même moment qu'on consomme. Le jaune qui est au-dessus du bleu, c'est qu'on produit mais on ne consomme pas. Donc, c'est ce qu'on va remettre sur le réseau. Et le bleu en dehors du jaune, bah, c'est ce qu'on consomme la nuit, a priori, principalement. En été, on voit que ce n'est pas tout à fait le même schéma puisqu'on produit beaucoup plus la journée. C'est ce schéma-là qui va être important pour calculer ce qu'on appelle l'autoconsommation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autoconsommation. L'autoconsommation, il faut être très vigilant. C'est un terme qui donne envie d'être on entend autonome, mais c'est pas autonome. C'est la différence. C'est pas la même chose. L'autoconsommation, c'est directement la rentabilité du projet photovoltaïque. L'autoconsommation, c'est essayer de consommer ce qu'on produit au moment où on le produit. Donc, c'est typiquement le jaune ici. Et le jaune là, la courbe ici, c'est la consommation. Le jaune ici, c'est l'autoconsommation. Le orange, bah, c'est le surplus, c'est ce que je vais réinjecter sur le réseau. Et si je suis en vente totale, par contre, bah là, on vend tout. Donc, on ne se pose pas la question de faire le lien avec sa consommation. Et derrière, le logiciel en question va pouvoir calculer votre autoconsommation, le pourcentage. Donc, il y a 37% de votre production dans l'exemple ici, 37% de la production solaire que vous allez consommer en direct. Et donc, il y a 62% que vous allez mettre sur le réseau. Quelques chiffres clés en termes de surface. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil. Les surfaces, ça se joue entre 15 et 20 mètres carrés dans les exemples que j'ai cités. Ça dépend vraiment de la technologie utilisée. Niveau 15 mètres carrés, ça équivaut à 3 kW, 15 ou 18, hein, comme je disais tout à l'heure, 10 panneaux solaires. Et là, on a un coût, donc là, c'est des ratios à retenir, un coût aux alentours des 7, même les 9 000, on commence à plus les voir. On est même à 8 000, entre 7 et 8 000 euros l'installation. Donc ça, des ratios à retenir quand il y a un commercial qui vient vous voir. Ça ne doit pas être plus cher que ça, une installation solaire photovoltaïque de 3 kW crête, bien entendu. Quand on passe à 6, bah, ce n'est pas proportionnel. On a beau passer à 6, la production sera proportionnelle, mais le prix ne l'est pas. Donc là, on baisse en coût, forcément, de pause. Et encore une fois, quand on passe à 9, on baisse encore. Et un dernier point, donc dans un plan de financement, dans une rentabilité, on regarde les aides financières finalement. Donc on l'a vu sur le thermique tout à l'heure. Sur le photovoltaïque, il n'y a pas d'aide MaPrimeRénov' comme on a sur la rénovation du bâtiment. Les aides vont se limiter au tarif d'achat. Enfin, se limiter, c'est déjà pas mal, mais il y a un tarif d'achat. Donc ça, c'est vraiment l'aide la plus importante qui existe depuis des années. Donc c'est ce qu'on a là. Si vous revendez la totalité de votre électricité, vous la vendez à 17 centimes, 17,9 centimes du kilowattheure en vente totale. Par contre, si vous êtes en autoconsommation, vous la vendez à 10 centimes. Parce que le surplus que vous allez le vendre, vous le vendez à 10 centimes. Il y a tout de même une prime à l'investissement qui existe seulement pour l'autoconsommation. L'autoconsommation, donc encore une fois, vous consommez ce que vous produisez si vous avez des appareillages qui tournent à ce moment-là. Si vous faites une installation de ce type-là, vous avez une prime qui est équivalent à 380 euros par kilowatt crête. Donc, une installation standard, comme je le disais tout à l'heure, on est aux alentours de 1100 euros. Donc, 3 kilowatts crête. 1100 euros, c'est la prime que vous allez recevoir automatiquement. Donc, pendant 5 ans, vous allez recevoir 1/5 de cette prime-là. Voilà, donc il n'y a pas d'autre aide. Donc, s'il y a des artisans qui vous disent que grâce aux aides de l'État, vous n'allez rien payer, ce n'est pas vrai. L'aide, il n'y a que cette prime à l'investissement pour l'instant, en tout cas, hein. Peut-être que ça tiendra de ta.
Et les professionnels, bien entendu, RGE, reconnu garant environnement, qui va, je dirais même plus spécifiquement sur le label Quali PV, qualité photovoltaïque, même s'il y en a d'autres comme Qualibat, etc. Mais là, on a vraiment le label qui correspond au photovoltaïque. Et deux spécificités, pardon, deux professions. Label bâtiment, donc là, c'est l'étanchéité, tout simplement. Et ELEC, bah, tout simplement, le raccordement. Donc, les installateurs qui interviennent, ils ont ces deux compétences, ou en tout cas, s'ils ne l'ont pas, ils sous-traitent souvent à une autre boîte qui a cette compétence-là. Pour conclure sur cette présentation vraiment assez complète, je vois qu'il est 28. Euh, la production, c'est une économie financière à long terme, mais c'est différent de l'économie d'énergie. Ça, c'est à retenir. Contrairement à l'isolation, on fait plus d'économie d'énergie directement, mais on le voit pas. Enfin, on va le voir chaque année, mais on le voit pas sur une facture d'énergie. Enfin, il n'y a pas des euros qui apparaissent. On reçoit pas une somme. Donc ça, faut bien dissocier les deux. Le contrat que vous allez signer, ça ne va rien changer à votre production, que ce soit de l'autoconso ou de la vente totale, ça ne va rien changer à la production. C'est un choix personnel, ça a plus un impact sur la rentabilité. L'autoconsommation, ça dépend de votre manière de consommer. Donc, forcément, si vous souscrivez un contrat en autoconsommation, vous allez avoir tendance à changer vos comportements et à glisser vos consommations nocturnes sur l'après-midi. Et donc ça va changer votre taux d'autoconsommation. J'ai juste rajouté contradictoire à la production des centrales. C'est juste pour faire un lien sur la France. En France, on a des centrales nucléaires qui fonctionnent et on ne peut pas les éteindre quand on baisse nos consommations. Et donc, c'est pour ça qu'il existe des contrats heure creuse heure pleine, des tarifs heure creuse heure pleine chez les fournisseurs d'énergie pour inciter à consommer la nuit, puisque nos centrales fonctionnent. Et donc, il faut les utiliser, cette électricité-là. Donc, l'autoconso va un peu en contradiction avec ça. Et dernier point, attention à l'effet rebond, que ça c'est prouvé par des études, quand on produit soi-même on a tendance inconsciemment, c'est l'effet rebond, c'est inconscient, on a tendance à consommer plus sur le moment où on produit. Et ce n'est pas le but des énergies renouvelables, le but reste de produire le maximum et que les autres s'en servent. Sinon, on n'en a pas besoin. Il y a nos voisins qui sont là pour s'en servir. Et le réseau sert à ça. Finalement, le réseau électrique français, il sert à partager pour les voisins. Voilà pour moi. C'était très technique, très long. J'espère que ça a été de votre côté. Euh, on peut laisser la parole peut-être. Donc là, il est 19h30. Donc théoriquement, le webinaire se termine maintenant. Je propose, il y a donc Cédric qui est là également, donc qui pourra intervenir pour parler du collectif citoyen. En attendant, est-ce qu'il y aura quelques questions sur ce sujet photovoltaïque? Je relève les questions qui sont dans le chat. On ne va pas donner la parole à 60 personnes, enfin 40 personnes en même temps, ça va être compliqué. Il y avait une question sur le périmètre par rapport aux monuments historiques, la possibilité de poser des panneaux. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Non, il n'y a pas là-dessus, c'est vraiment les ABF qui décident. Donc ça, c'est vraiment la première question à poser en effet dans votre projet. Si tout de suite vous êtes dans une limite 500 mètres, enfin quoi que ce soit, il faut poser la question à la mairie. Eux, ils vous renverront vers les ABF, les architectes des bâtiments de France, assez rapidement. Et c'est vraiment la première étape à faire. Là-dessus, on n'a pas la main, même si on commence à avoir entre guillemets, lobbying de qualité face aux ABF ou en tout cas une ouverture des ABF sur ce sujet-là. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter et à essayer d'insister. Et la mairie peut avoir peut-être une petite force là-dessus. Les moteurs pour vouloir des panneaux solaires chez lui. Voilà. On a vu des exemples en tout cas sur ce sujet-là. Et puis, il y avait une autre question qui me semblait intéressante aussi, c'était la question des financements pour les installations solaires hors toiture. Peut-être parler rapidement du solaire au sol. Oui, donc ça, c'est une bonne remarque. En effet, les tarifs d'achat, on prend vraiment sur la toiture. C'est tout à fait possible de mettre au sol. Il y a quelques règles d'urbanisme à respecter. Donc déjà, les architectes et les ABF, donc architectes des bâtiments de France, la mairie. Mais il n'y a pas besoin de permis de construire à partir du moment qu'on respecte une hauteur de 1,80 m, etc. Par contre, les aides financières et tarifs d'achat, bah là, ça ne rentre pas dans les obligations d'achat. Donc, ça demande ça demande une démarche supplémentaire et vous n'êtes pas sûr d'avoir un tarif d'achat équivalent. Voilà. Donc là, il faut vraiment. Vous voyez les liens complémentaires qui sont affichés ici, notamment vous avez le lien photovoltaïque.info qui est intéressant. Donc c'est vraiment un centre de ressources sur le sujet photovoltaïque et dessus vous retrouvez pas mal de choses et notamment sur cette question du sol, vous avez pas mal de questions là-dessus.
C'est bon pour les questions. On peut donner la parole à Cédric pour ne pas prendre trop de retard. Puis on répondra aux Ça autres marche. questions à la limite par mail ou ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Je prendrai la suivante là-dessus. Enfin, je répondrai par mail pour la suite. Beaucoup de questions là-dessus. Donc, Cédric te propose d'intervenir donc, pour présenter le collectif citoyen et l'association ECLEM donc, en cours sur les Mauges. Et puis, éventuellement, après ça, on fera une petite conclusion, bien sûr. Et puis, éventuellement, reprendre deux, trois questions. On se laisse 5 minutes de complément. Enfin, il est déjà 33. Je te laisse la parole, Cédric. Ouais, merci. Je vais être très bref. Je vais juste présenter un petit peu ce que l'on fait au sein d'Eclem, puisque donc Eclem, c'est une petite association qui vient de se créer en juillet, donc qui est basée sur le territoire de Moche Communauté et qui a pour vœu d'essayer de faire de l'éducation populaire autour des énergies et puis de porter aussi des projets en se disant que la démarche, les citoyens peuvent également investir ou co-investir aux côtés des collectivités sur des projets un peu d'envergure pour pouvoir soutenir la transition énergétique également financièrement et puis faire de l'investissement citoyen. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît? Merci, super. Comme je disais, on s'est créé en juillet dernier. On est à peu près le cœur du noyau. On est une petite dizaine. On est une cinquantaine, autrement qui dans l'association. On se base sur je cherche les valeurs d'énergie partagée, voilà, qui sont un ancrage local autour de la production d'énergie, une finalité non spéculative. On sait très bien que le prix de l'énergie va exploser dans les prochaines années et c'est pas de notre volonté dans la revente de l'énergie produite par les installations financées par les citoyens. Une gouvernance démocratique, une personne égale une voix, tout simplement, et puis une exigence écologique, donc de faire attention à ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on fait des choses qu'on pense vertueuses qu'il ne faut pas faire attention sur toute la chaîne de valeur également, sur comment est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on installe et comment on installe également. On peut passer à la slide juste après. Donc, on a lancé un premier projet, puisque l'association s'est créée en juillet, mais ça fait 2 ans qu'on est sur ce premier projet qui nous a un peu fédéré aussi et créé le groupe sur la toiture Alice, donc à la Pommeraye. Alice, c'est un centre de réinsertion par le travail. Ils font du tri. Et puis, ils avaient la volonté d'agrandir leur bâtiment, mais ils n'avaient pas les moyens de mettre du solaire dessus. Et c'est là que nous, on est intervenu, où on a fait en sorte que le bâtiment puisse accueillir le solaire. C'est pour ça que sur la photo, que le solaire n'est pas partout sur le bâtiment, mais bien que sur une partie, parce que la charpente ne pouvait pas on a mis du solaire que sur la partie qu'on a construite en plus sur le bâtiment. Et puis, donc, ça représente donc 400 mètres carrés, ça fait module, 72 kW crête. En gros, ça nous permet, au niveau de la production annuelle, c'est pas, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est pas en se synchronisant exactement au niveau des consommations, mais sur un paquet global de consommation, ça équivaut à peu près à 30 foyers sans chauffage ou 18 avec. Et puis, on a donc levé 31 000 euros de fonds citoyens qui ont permis donc de faire l'effet bascule, puisqu'on a également emprunté donc les 70 000 euros restants pour pouvoir financer cette installation de 72 kilos qui a coûté à peu près 100 000 euros. Elle est raccordée depuis septembre dernier. Le projet est terminé. Il a fait ses premiers kilowattheures. On est en revente en totalité. On ne fait pas d'autoconsommation sur ce projet-là. Est-ce qu'on peut passer à la slide juste après? Hop. Merci. Et puis là, on a lancé donc un nouveau projet avec justement Moche Communauté, mais également donc le département 49, donc Alter Énergie, qui est
la structure qui porte pour le département est Vendée Énergie, donc pour la Vendée, autour d'un projet qui est un projet sur l'ancien centre d'enfouissement sur Bourgneuf en Mauges, où les cellules où on enterrait les déchets avant ont été refermées. Et c'est un endroit où, de toute manière, on ne pourra jamais faire d'agriculture. Donc, on a eu la volonté de mettre des panneaux solaires sur le terrain. Enfin, à la base, ce n'est pas un projet d'Eclem, hein. Là, nous, on est venu se greffer à la fin du projet lorsque, justement, les collectivités sont venues vers nous en nous disant on aimerait ouvrir une part pour travailler avec les citoyens et les mettre autour de la table. Donc là, actuellement, on est en pleine levée de fonds. Donc, s'il y a des gens qui le souhaitent, on pourra détailler bien ce projet, puisqu'on fait également un petit webinaire mercredi 15, mercredi prochain à 20h30. On enverra le lien ou au moins la page. Vous pouvez retrouver sur Eclem, hein, sur eclem.fr, les informations du projet, et puis avec le lien, ou sur le Facebook hein, directement. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre mercredi. On va détailler le projet, son coût, et puis comment est-ce que les sites vont rentrer donc, justement dans cette coopération avec les collectivités territoriales. Et on est à peu près aujourd'hui à 50% des 25 000 € qu'on cherche. Donc, c'est pareil, s'il y en a qui souhaitent faire des dons, faire de l'investissement, il n'y a pas de souci. C'est un chouette cadeau aussi. Ces précisions, ça fait du lien avec une question qu'il y avait sur le prix. J'y réponds très rapidement. Enfin, je ne vais pas y répondre. Il y avait une question sur combien coûte une installation de 25 kW. Et justement, tu y as un peu répondu dans le sens où ça devient difficile de donner des coûts pour des grosses installations, puisqu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et notamment la charpente, la charge, etc. Et donc, on ne peut pas répondre très